profil atypique. Comment prenez-vous soin de votre hygiène de vie? Mon hygiène de vie, je fais du sport, je bois beaucoup d'eau et j'avorte le plus souvent possible. Ah oui. Eh bien, on a ça en commun. J'ai pas vraiment eu le temps de faire des enfants, mais je vous rassure, l'entreprise est une très belle famille. C'est génial. C'est génial. Bonjour, Bonjour. bienvenue. Alors, Madame Laura Lone, c'est ça? C'est ça. Née le 5 juillet 1986 à Saint-Guilain, en Belgique. Ah, spreek je Frans of Nederlands? Vous parlez néerlandais. C'est juste cette phrase-là ou alors vous êtes complètement bilingue? Ce qu'on va faire, c'est que c'est moi qui pose les questions. Voilà. Pardon. Qu'est-ce qui vous amène en France? Une étude sur les connasses et vous êtes mon premier sujet. Pardon. Ma tournée. Voilà, je suis en tournée avec mon deuxième spectacle qui s'appelle Glory Alléluia. Ah, vous êtes croyante? Oui, on peut dire ça. Ouais, je prêche la bonne parole grâce à mes spectacles. Oui, bah, je pense que Dieu approuverait. Le blanc symbolise la pureté et les micros symbolisent... Le bâton du pèlerin. Non, mais il y a vraiment un sens plus métaphorique en fait, parce que le glory hall, bon, je vous explique pas ce que c'est, vous avez l'air de connaître, mais si jamais vous avez un doute, je vous conseille d'aller voir sur Google Images. Oui, et puis on va peut-être laisser les activités d'adultes en dehors du bureau. Ah, je vous conseille pas de travailler dans le cinéma, vous auriez des surprises. Donc le glory hall symbolise en fait ce qu'on voit pas, ce qui est caché. Et justement, dans ce spectacle, ben, je parle de choses de ma vie qui sont plutôt intimes, qui se voient pas de l'extérieur. Donc c'est un petit peu plus profond que ce que j'imaginais. Sans mauvais jeu de mots. Ah, c'est trop tard. Je parle au travers du fil conducteur de ma vie personnelle. J'aborde plein de sujets de société. Ça peut être le handicap. Je parle aussi de sujets d'actualité, le féminisme, le mouvement MeToo, le consentement, tout ça. Bon, bah là où je suis embêtée, c'est que peut-être qu'il aurait fallu me le dire plus tôt. Vous avez un trouble du spectre autistique. Et Oui. au quotidien dans le travail, c'est lourd, envahissant. Pas plus que votre humour. Ok. Une handicapée passive-agressive. Et vous pouvez m'en parler? Bah, c'est-à-dire que c'est pas drôle, vous avez aucun capital sympathie. Oui, bon, je parle de votre trouble autistique. En fait, on appelle ça syndrome d'Asperger. Alors aujourd'hui, ça s'appelle plus comme ça, mais je le dis parce que parfois ça parle un peu plus aux gens. Et disons que en gros, c'est une façon différente de voir le monde, c'est une façon différente de gérer les situations sociales, la communication, la sensorialité. Et dans le sens pratique du travail, ça se vit comment? C'est-à-dire que bon, j'ai aucun tabou, je déteste les conventions sociales, les règles sociales. C'est pour ça qu'on retrouve dans mon humour et qui fait qu'on le qualifie souvent d'humour noir. Mais finalement, pour moi, cet humour-là, c'était plutôt l'envie de parler de sujets auxquels j'étais sensible et de dénoncer des choses. Alors c'est vrai que c'est un peu étonnant comme choix de vouloir faire de la scène. C'est pas tellement contradictoire non plus. En fait, moi, pour expliquer mon trouble autistique, j'explique qu'en gros, dès que je sors de chez moi, c'est l'angoisse. Et j'ai assez vite compris que si j'écoutais mes peurs, en fait, je ferais jamais rien de ma vie. Ce qui fait que j'ai mis en place une sorte de mécanisme qui consiste à faire tout ce qui me fait peur pour me montrer qu'en fait, je suis pas l'esclave de mes peurs. Et la scène et l'humour en font partie. Ok. Alors, si on utilisait votre créativité pour créer ensemble le thème du gala de Noël, ce serait? Noël, c'est pour les enfants. Donc, je dirais par exemple un thème du genre regardez dans quelle boîte de merde maman est obligée de bosser pour payer vos putains de cadeaux. Vous connaissez la communication non violente, j'imagine. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dirait si on devait parler comme une girafe? Eh bien, on dirait que maman accuse l'extérieur et le patron pour sa vie de merde. Oui, ben voilà, ça marche très bien aussi. Oui, et qu'elle pourrait se responsabiliser, c'est-à-dire démissionner et choisir un nouveau travail. Tout à fait. Très bien. Alors, est-ce que vous avez été diagnostiquée et qu'est-ce que ce diagnostic a changé dans votre vie? J'ai eu mon diagnostic il y a quelques années suite à une série de tests qui était encadrée par des psys. Ça a été surtout un grand soulagement parce que quand on comprend pourquoi on fonctionne différemment, ça permet de se déculpabiliser, même si c'est pas toujours simple. J'ai passé ma vie à me sentir en décalage. Et puis quand on a une différence, qu'elle soit visible ou non, on sent dans le regard des autres que ça peut être dérangeant. Donc j'ai mis en place toutes sortes de stratégies pour arriver à me fondre dans le moule le plus possible. Et donc finalement, j'étais jamais vraiment moi-même. Et la scène et la création de manière générale m'ont permis d'exister quelque part dans le monde en étant moi. Continuons le parcours.
profil atypique. Comment prenez-vous soin de votre hygiène de vie, mademoiselle? Madame? Mademoiselle, ça va. Mon hygiène de vie, je fais du sport, je bois beaucoup d'eau et j'avorte le plus souvent possible. Eh bien, on a ça en commun. Je n'ai pas vraiment eu le temps de faire des enfants, mais je vous rassure, l'entreprise est une très belle famille. C'est génial. C'est génial. Alors, comment vous vous situez dans la hiérarchie? Bah, j'avoue que peut-être plutôt un poste de manager. J'aime bien avoir un regard sur tout. Et l'avantage, justement, dans mon métier d'artiste, c'est que finalement, c'est moi qui impose mes propres codes et mes propres règles. Et c'est ça qui fait que, justement, je peux me sentir bien dans ce métier malgré ces troubles-là. Quel est votre rapport à l'autorité? J'aime pas du tout la hiérarchie. Aïe. Ouais. En fait, j'aime pas je supporte pas les personnes qui se permettent de parler mal aux gens parce que ils considèrent qu'ils sont moins importants qu'eux. Enfin voilà, tout ce qui est hiérarchie, c'est un truc qui m'insupporte. Vous êtes quel type de manager? Je suis plutôt très très bienveillante et très sympa justement, et je pense que je suis à la fois assez agréable à bosser et à la fois dans le travail assez relou parce que je suis très exigeante et je pense que ouais, pour bosser avec moi c'est pas toujours évident. Ce qui est assez décourageant chez moi, c'est que je suis toujours prête à repartir de zéro, c'est-à-dire qu'on peut très bien être en train de bosser sur un projet depuis 2 mois et en fait à la dernière minute je vais dire ah mais j'ai une meilleure idée, finalement on va tout jeter à la poubelle et on va faire ça différemment. Et peu importe le temps investi, peu importe l'argent investi, et je pense que pour les autres, c'est ce côté à tout moment on peut tout recommencer, ça peut être décourageant. Est-ce que vous pensez qu'on peut être bon à tout? Parce que vous me disiez que vous aimiez avoir la main à chaque poste. Oui, alors je pense qu'il y a forcément des choses dans lesquelles on est meilleur et des choses dans lesquelles on est moins bien. Mais par contre, je pense aussi que le talent n'existe pas et qu'avec le travail, on peut tout faire. Donc je pense que, en fait, je me suis jamais dit telle chose, je vais pas le faire parce que je suis pas douée. Si j'ai envie de la faire, je vais me dire bah je vais bosser pour essayer d'y arriver. Ah oui, donc il n'y a pas de don. On peut accéder à tous les possibles, c'est ça, selon votre raisonnement? Je pense, moi, quand j'ai commencé à faire de l'humour et quand j'ai dit à mon entourage que je voulais monter sur scène et faire de l'humour, je pense que tout le monde s'est dit, toi qui ose même pas prendre la parole en public, tu vas monter sur scène pour faire rire les gens, c'est risible, quoi. Et petit à petit, j'ai arrêté de le dire parce que vraiment personne ne croyait en moi, mais c'est cette détermination et ce côté, le fait de bosser tout le temps et de jamais s'arrêter qui m'ont permis d'y arriver. 3 qualités, 3 défauts? En qualité, je dirais que je dirais la bienveillance, la sincérité et la détermination. Et en défaut, je dirais que je doute beaucoup, donc ça peut me faire parfois perdre du temps. Je suis assez indécise. Je sais pas si c'est indécise ou c'est justement le fait de pouvoir changer complètement d'avis à tout moment. Et puis, je suis plutôt peut-être trop réservée pour le métier que je fais. Bah donc je dirais un petit peu sadomaso, parce que du coup, vous vous faites violence. Ouais, c'est ça. Ma vie consiste à se faire violence. Parce que si j'écoutais mes instincts, en gros, ce serait rester enfermée chez moi dans le noir toute la journée. C'est quoi votre moteur alors, du coup? La Euh, notoriété, l'argent, le sens? non, l'argent, ça n'a jamais été une motivation. La notoriété, j'aime pas ça. Mon moteur, c'est, je pense, c'est l'envie. En fait, c'est vraiment, je suis passionnée par la création, je suis passionnée par tout ce qui est créatif et artistique. Déjà, quand j'ai commencé à monter sur scène, j'avais l'envie de... C'était pas juste faire rire pour faire rire, j'avais vraiment envie de dire des choses, en fait. Donc je crois aussi, ce qui me motive, c'est justement le fait que je crois dans tous ces sujets que j'ai envie de défendre ou toutes ces choses que j'ai envie de dénoncer et auxquelles... Ouais, je crois que c'est vraiment ça qui... Le moteur de fond, c'est ça, je pense. Et pourquoi vous faites pas de la politique? Non, la politique, c'est essayer de se faire aimer par le plus de monde possible. Et justement, être artiste, c'est l'inverse. Être artiste, c'est accepter d'être différent, accepter de ne pas être aimé et finalement se moquer du regard de l'autre. Et pourquoi ce trait d'humour est important? Je pense qu'en fait, j'ai toujours été assez fascinée par les gens qui faisaient rire parce que quand j'étais petite et j'avais beaucoup de mal à me mêler aux autres et donc je voyais que les gens qui étaient drôles, c'était comme une sorte de lubrifiant social, en fait. Tout le monde... oui, non, lubrifiant social, ça, c'est une métaphore qui fonctionne. Ça rendait les gens accessibles, en fait, et j'avais l'impression que c'était plus facile de trouver une place socialement par l'humour. On revient à votre CV. Je vois quand même que vous auriez pu choisir autre chose. Vous avez fait 5 années d'architecture à l'ULB, donc c'est l'Université libre de Bruxelles. Pourquoi?
Je pense qu'au début, je savais que je voulais faire du théâtre depuis toute petite, mais il n'y a pas d'artiste dans ma famille et je pense que je ne savais pas comment me lancer. Et puis tout le monde me disait, mais fais des études, c'est quand même plus sûr. Le milieu artistique, il n'y a pas de sécurité. Donc j'ai fait mes études en me disant, bon, ben, au moins j'aurai un diplôme. Pendant mes études, j'ai continué à faire des castings, à écrire des choses. Enfin, j'ai jamais lâché. Et puis après 7 ans d'études, je me suis dit, bon, maintenant, ça suffit et il est temps de se lancer. Il est temps de se lancer, mais avant ça, je vous vois quand même faire un stage au King's Comedy Club. J'imagine que vous... C'est pas vraiment un stage. En fait, c'était un concours Jeune Talent. C'était mon premier concours. Ah. Et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience, en fait, du décalage entre mon physique et mon humour. Parce que quand j'ai commencé à monter sur scène, je me suis jamais dit, en fait, je veux dire des choses trash ou je veux être dans l'humour noir. C'était un personnage qui n'était pas construit, c'était assez naturel. Et finalement, en sortant de scène, les gens me disaient, mais avec ta tête de première de classe, en fait, quand t'es arrivé, on s'est dit qu'on allait se faire chier pendant 1 heure. Et puis finalement, c'est ça qui a marché. Donc je me suis dit, ok, finalement, ce décalage, il est intéressant. Oui, en même temps, vous avez quand même un autre emploi en 2012 au lycée provincial de Ornu. Oui, je suis prof de dessin technique et de matériaux de construction dans une section maçonnerie. Ça, c'est un vrai travail. Ouais. Et alors, ça se passe comment? Ça se passe bien. Après, il n'est pas impossible que certains élèves aient disparu mystérieusement dans des chapes de béton. Mais bon, voilà, les enfants qui disparaissent en Belgique, c'est assez commun. On en refait d'autres. Et donc, on va s'attendre à ce type d'humour pendant tout l'entretien d'embauche, j'imagine? Non, 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 c'est juste que vous êtes si pétillante, vous me donnez envie de faire des blagues. Bon, euh, n'oubliez pas que je suis de votre côté et qu'on cherche à vous trouver un travail, mademoiselle. D'accord. On continue votre parcours professionnel. Vive l'espace Schengen, exit la Belgique, vous arrivez en France. Oui, Comment tout ça à se fait. passe, l'acclimatation? Disons que ça se passe pas trop mal. Après, je viens justement pour un travail dans le milieu du théâtre, donc c'était ma passion, donc j'étais trop contente. Je jouais dans une pièce qui s'appelle Couscous au lardon. Donc, comme son nom l'indique, c'était pas un chef-d'œuvre, mais sur le moment, c'était mieux que rien. Pourquoi vous dites oui à cette pièce de théâtre? Parce que c'était vraiment l'occasion de mettre un pied dans le milieu qui m'intéressait. Et puis, oui, peut-être que j'étais pas hyper fan du texte, mais par contre, ça m'a permis quand même de faire mes armes sur scène, d'apprendre les mécanismes de l'humour, d'apprendre aussi à me détendre sur scène, enfin tout ce qui constitue le métier de comédien, quoi. À ce moment-là, vous êtes à Paris, vous avez votre statut d'intermittence. Comment faites-vous pour J'ai vivre? pas le statut d'intermittent et mes cachets couvrent même pas mes déplacements en France. Tout Aïe. ça pour jouer dans une pièce de merde, il fallait quand même une sacrée dose de motivation. Comment ça se déroule du coup? Vous êtes au théâtre, tout... Je suis au théâtre, ça dépend des mois, mais c'est une pièce qui se joue 5 soirs par semaine et parfois plusieurs fois par soir. Donc, en fait, j'arrête pas, mais en parallèle, je commence petit à petit à écrire mes textes, à me dire, en fait, peut-être qu'il y a moyen de faire rire aussi avec les choses que j'écris moi-même. Et donc, je commence à développer ma partie auteur et humoriste. Comment vous passez de l'écriture à la scène avec vos textes? Je vais voir beaucoup de scènes ouvertes, beaucoup de plateaux où en fait n'importe qui peut faire 5 minutes de spectacle, il suffit de s'inscrire le jour même. Il y a un public qui est là pour venir voir des gens qui débutent. Et je me souviens que le jour où je suis allée, j'ai été voir d'abord en spectatrice, parce que je disais à personne que je voulais faire ça, j'en parlais pas à mes amis, mes proches. J'avais été en spectatrice et j'avais trouvé ce soir-là, c'était tellement pas drôle que je me suis dit, un truc pas drôle comme ça, je peux le faire. Donc j'ai tenté avec un sketch, et puis voilà, je me suis un peu cassé la gueule, et puis j'ai repeaufiné, et puis finalement ça a commencé à marcher. D'accord. Je vois un emploi au théâtre André Malraux. Euh, Oui, non, en fait, j'ai participé à l'émission La France a un incroyable talent qui se tourne dans ce théâtre. Très bien. Racontez-moi cette expérience. Alors, en fait, on me propose de participer à l'émission parce que les casteurs ont vu des vidéos de moi sur Internet. Et au début, je refuse parce que je me dis, mais en fait, c'est une émission hyper familiale sur une chaîne très populaire. C'est sûr qu'en fait, ils vont me couper, ils vont me dire non, on peut pas dire ça, faut enlever ça, faut enlever ça. Et je m'étais déjà beaucoup fait couper en télé et en radio. Je m'étais aussi fait virer de plein d'émissions. Donc en fait, pour moi, je me suis dit, mais
c'était pas possible de continuer ça. Donc au début, j'ai dit non. Et puis finalement, ils m'ont dit non, mais en fait, nous, on adore, on va pas te couper. Et je me dis, alors ça, c'est la première fois qu'une grosse chaîne de télé me laisse l'opportunité de parler en totale liberté, de faire mon humour et de faire ce que j'ai envie de faire. Donc je me dis, c'est une occasion à saisir. Donc j'y vais en me disant, bon, probablement, je ferai qu'un passage parce que, à mon avis, le public va pas trop adhérer et puis ça va aller trop loin et puis on va me dégager. Mais j'y vais en me disant, voilà, je ferai un bon passage, ce sera déjà ça. Donc, je fais ma première prestation, je fais une chanson qui se passe hyper bien, mieux que ce que j'aurais pensé. Et puis, on me dit, oh, c'est incroyable, tu vas voir, ça va changer ta vie, ta carrière va exploser, tout ça. Et puis, malheureusement, en dernière minute, à 2 jours de la diffusion, on me dit, finalement, l'émission ne sera pas diffusée. Comment ça? À cause de vos incivilités? Pas du tout, pour une fois, pas les miennes. C'était en plein début du mouvement MeToo aux États-Unis. Et donc, Gilbert Rozon, qui était jury d'émission, était accusé à ce moment-là par plusieurs femmes. Et le problème, c'est qu'en fait, moi, justement, j'avais fait une chanson, mais sans savoir du tout, sans connaître cette histoire-là du tout. J'avais fait une chanson qui disait qu'en gros, si j'étais là, c'est parce que Gilbert Rozon m'avait forcé à coucher avec lui. Et ma chanson reposait là-dessus. Ce qui fait qu'en fait, ils m'ont dit, mais on peut pas diffuser ça parce que tout le monde va croire que c'est vrai. et donc, là, pour le coup, ils ont pas pu diffuser cette partie de la chanson. Mais finalement, ils ont quand même diffusé l'émission en coupant Gilbert Rozon au montage. Donc, j'ai quand même pu... Et il était question à un moment donné de vous couper vous aussi? C'est ça? Juste de couper ce passage de la chanson, parce que forcément, du coup, les gens allaient plus comprendre que c'était du second degré, vu qu'il y avait vraiment ce genre d'accusation. Donc, ils ont mis des morceaux de chansons. C'est fou comme une carrière peut tenir à un fil. Ouais, ce qui est fou, c'est que j'attendais, ça faisait longtemps que je jouais, que ça marchait pas très bien, que j'avais mon spectacle, que ça décollait pas, et après ce premier passage, qui était donc pas en direct, c'est pour ça que j'attendais la diffusion avec impatience, les professionnels qui étaient là, les gens de l'équipe m'ont dit vraiment, tu vas voir, ça va changer ta vie. Donc j'attendais cette diffusion avec une impatience de malade. Ça a changé votre vie? Oui, il y a eu vraiment un avant et un après, parce qu'en fait, déjà, ça m'a confortée dans l'idée que j'avais raison de continuer à faire ça, parce que quand j'ai commencé à faire ce métier, à monter sur scène, je me suis heurtée à beaucoup de professionnels du milieu qui me disaient en fait, il faut absolument que tu lises tes propos, ça va pas plaire au public, le public va pas comprendre le second degré, c'est pas un humour qui pourra te faire remplir des grandes salles, donc on m'a beaucoup déconseillé de faire ça. Et je me suis toujours dit non mais moi j'y crois pas, je pense que l'humour noir justement c'est un humour qui est très humain et qui peut parler à beaucoup de gens et qui est l'humour de plein de gens. Donc j'y croyais vraiment, mais j'y croyais un peu à contre-courant de toutes ces personnes qui me disaient de pas le faire. Donc quand je gagne grâce au vote du public dans cette émission où en fait je me dis ok, les gens comprennent mon second degré, les gens aiment cet humour-là, en tout cas certaines personnes, et donc ça me conforte dans l'idée que j'ai bien fait de continuer et finalement ça me donne le souffle pour aller plus loin. Vous êtes payé pour faire ça? Pas vraiment, mais comme je gagne le prix qui est de 100 000 €, donc c'est pas trop mal. Qu'est-ce que vous faites de cette somme d'argent? Je donne la moitié aux impôts. Et puis, en fait... Mais oui, j'ai pas eu le choix. Et puis, en fait, je suis pas très dépensière. Je suis pas amatrice de voitures de luxe ou de bijoux hyper chers. Donc, en fait, je vais investir dans la suite de mes projets. Et là, par exemple, ça finance quelque chose en particulier? Oui, j'ai plein de projets, en fait. Là, j'ai mon deuxième spectacle, mais j'ai aussi des projets musique. J'ai aussi une marque que je viens de lancer. Donc, ça me permet aussi de financer tout ça. Puis, toutes les personnes qui travaillent avec moi aussi. Une marque? Oui, j'ai créé, il n'y a pas longtemps, j'ai créé une marque qui s'appelle Trash. C'est du marketing inversé? En fait, c'est venu de tous les messages de haters que je reçois sur mes réseaux sociaux. Parce que dès qu'on est médiatisé... on reçoit forcément ce genre de choses. Et un jour, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais en faire. Et je les ai imprimés sur des t-shirts, sur des posters, des mugs, plein de choses. Et j'ai commencé à vendre tout ça en les rendant un petit peu humoristiques. Et finalement, je me suis dit, c'est une façon de gagner de l'argent grâce aux gens qui m'aiment pas. Et il y avait toute une idéologie 24 jours autour de cette marque. C'est finalement se moquer du regard de l'autre, c'est dire voilà, toutes ces insultes que je reçois, en fait je m'en fous. Je pense que je suis pas la seule à recevoir ça. Je pense qu'il y a plein de gens qui subissent le harcèlement en ligne, etc. Et c'est une façon de dire finalement venez, on s'en fout de ce que les gens pensent. Quels seraient vos axes d'amélioration? Je pense tout en fait. Je suis tout le temps en train de me remettre en question. Je suis rarement satisfaite, donc
dès que je sors de scène, en fait, je vois ce qui a marché, ce qui a moins marché, ce que j'ai envie d'améliorer, ce que j'ai envie de changer. Et c'est un peu comme ça dans tous les aspects de ma vie. Donc, je suis un peu toujours en recherche d'apprendre des nouvelles choses et de continuer à surprendre, de continuer à me surprendre aussi moi-même, de continuer à aller là où on m'attend pas, aller encore plus là où on m'attend pas. Ce serait quoi la surprise prochaine? Travailler chez nous. Alors, c'est sûr qu'on m'attend pas là. Ce serait une belle surprise. Quel serait l'exemple type d'une chose où vous auriez aimé faire autrement? Euh, c'est une bonne question. Qu'est-ce que j'aurais aimé faire autrement? Je crois que c'est aussi lié à mon trouble autistique, c'est qu'en fait, on a tendance justement, quand on a ce trouble-là, à pas du tout se faire confiance dans la relation sociale et à mettre en place un mécanisme de survie qui consiste à faire ce que l'autre attend de nous. Et donc j'avais ces mécanismes instinctifs d'essayer toujours de répondre à ce qu'on attendait de moi et à essayer de faire plaisir aux autres parce que pour moi, c'était forcément les autres qui avaient raison dans la relation sociale vu que moi, j'étais tout le temps à côté de la plaque. Donc ça, j'ai mis longtemps à comprendre qu'en fait, je pouvais aussi installer mes propres codes et me faire confiance à moi-même. J'aurais peut-être aimé le faire plus tôt. Ce serait quoi la clé de la réussite ou de votre réussite? Je crois qu'en fait, ce qui a marché pour moi, c'est justement de commencer à me moquer du regard de l'autre. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à jouer mon spectacle, au début, je jouais dans une petite salle à Paris et ça marchait pas très bien, mais ça marchait pas mal, mais il n'y avait pas plein de monde, il n'y avait pas personne non plus. Enfin, il se passait rien, en gros. Et ça a duré plusieurs années. Et puis un jour, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai senti que il se passait quelque chose dans la salle. Il y avait comme une effervescence. Les gens attendaient la fin du spectacle. Je sentais qu'il se passait quelque chose. Et un jour, quelqu'un m'a dit, à la fin du spectacle, c'est incroyable, on dirait que tu t'en fous complètement. On dirait que tu t'en fous de si on va rire ou pas. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, depuis jusque-là, en fait, je montais sur scène avec l'envie de convaincre, l'envie de plaire au public. Et je pense qu'au bout d'un moment, à force de voir qu'il se passait rien, j'ai été obligée finalement de trouver moi-même en moi le fait de me dire, en fait, moi, mon spectacle, je l'aime bien et je trouve ça bien ce que je fais. Et à partir du moment où je me suis dit ça, je pense que ça s'est senti sur scène parce que les gens ont senti que j'étais plus là pour les convaincre, que j'étais plus là pour les faire rire, même si oui, mais en fait, ce qu'ils pensaient de moi ou pas, finalement, je m'en foutais. Et c'est à ce moment-là qu'ils étaient plus jury de quelqu'un qui voulait les convaincre, mais qui étaient vraiment spectateurs d'un truc qui se passait sur lequel ils n'avaient pas de prise. Et pour moi, c'est ça être artiste. C'est vraiment se moquer de convaincre les gens. Et c'est à ce moment-là qu'il se passe ce truc un peu magique. Et les gens sortaient de la salle en me disant... Elle est complètement folle, elle est géniale, elle est complètement folle. Et c'est assez drôle, mais c'est vrai que ça peut être un peu fou, justement, ce truc de se dire, ben, je m'en fous, je vais dire ce que j'ai envie de dire, et finalement, que vous me suiviez ou pas, que vous compreniez ou pas, c'est pas mon problème. Donc ça voudrait dire que c'est plutôt la prise de plaisir dans le travail qui importe pour faire un bon travail? Ah ouais, complètement, complètement. Et c'est un truc que je me répète tous les soirs quand je monte sur scène. Surtout les soirs où, je sais pas, il y a des journalistes, où il y a des directeurs de casting, ou des gens importants dans la salle. Il y a des dates parfois où il y a comme ça tout panel de gens qui viennent, où il y a une grosse pression. Et avant de monter sur scène, je me dis toujours, et d'ailleurs c'est un rituel que j'ai avec mon équipe, je leur dis, bon, quoi qu'il se passe, je m'en fous. Et ils me disent, oui, on s'en fout. Je leur dis, si, je sais pas, je pars après 5 minutes parce qu'en fait je me sens mal, on s'en fout. Si je fais un énorme beat pendant tout le spectacle, on s'en fout. Et ils me disent, oui, on s'en fout, on s'en fout. Et ce truc, en fait, de me dire, peu importe ce qui se passe, je m'en fous. C'est là où, en fait, je vais arriver à être juste dans le plaisir et arriver à faire bien ce que je dois faire. Mais attendez, ça vous est déjà arrivé de quitter votre poste? En fait, il y a un moment, dans ma carrière, j'ai eu un moment hyper flippant où pendant un spectacle, je crois que j'étais hyper stressée, j'étais hyper épuisée. C'était au moment où ça commençait vraiment à marcher. J'ai fait ce qu'on appelle une dissociation. Ce qui veut dire qu'en fait, j'étais sur scène, mais c'est comme si j'étais pas vraiment là, j'entendais pas ce que je disais, je sentais que je parlais, mais j'entendais pas ce que je disais. Je voyais que les gens riaient, mais donc je me disais, ok, c'est que je dois dire des trucs drôles, mais j'ai aucune conscience. Est-ce que je suis au début du spectacle? Est-ce que je suis à la fin? Est-ce que j'ai déjà dit ça ou pas? J'étais vraiment en mode automatique. C'est un phénomène psychologique qui arrive, visiblement. Et je suis sortie de scène en me disant, c'est terminé, je ne monterai plus jamais sur scène parce que vivre ça, en fait, c'est impossible. J'avais l'impression que je pouvais plus faire mon métier. Et donc, j'ai mis en place cette stratégie avec mon équipe de dire, le lendemain, ils m'ont dit, OK, ce soir, tu y vas, mais tu fais juste 5 minutes. Et je me disais, OK, 5 minutes, je peux le faire. Donc, j'allais en me disant, après 5 minutes, je me casse. Et finalement, je me suis jamais cassée parce que, il y avait les choses qui reprenaient le dessus, ça se passait bien et j'arrivais à aller au bout. Mais aujourd'hui, je garde sur ce truc en tête de me dire, en tout cas, si je veux partir, je pars.
C'est ça, c'est regarder, pas la montagne au loin, mais c'est regarder les 5 premières minutes, les 10 premiers mètres à gravir. C'est ça votre C'est ça, ouais, technique? c'est déconstruire les objectifs en plein de tout petits objectifs. D'accord. Comment vous prenez soin de votre santé mentale au quotidien? Euh, J'essaie d'avoir une bonne hygiène de vie et j'essaie beaucoup de me dissocier de mes pensées en fait et de mes émotions. Donc, c'est-à-dire que je parle toujours de mon cerveau un peu comme une troisième personne. Si jamais j'ai une montée d'anxiété, parce que c'est un truc qui va souvent avec l'autisme, le trouble anxieux, ben en fait, j'essaie de me dissocier et de me dire, OK, mon cerveau a ce genre de pensée, mon cerveau est anxieux et veut me faire croire que, je sais pas, tout va mal se passer et que c'est la catastrophe et que ma carrière va s'effondrer. Mais je me dissocie, je me dis, OK, non, c'est l'anxiété qui parle, c'est pas la réalité. Et j'essaie tout le temps de faire ce travail, de me dire à quel moment je suis objective, à quel moment je me laisse emporter par mon anxiété ou ce genre de choses. Qu'est-ce que vous avez appris en chemin de plus précieux selon vous? Je dirais que j'ai appris que c'est aussi important de refuser les bonnes choses que d'accepter les bonnes choses. Et que quand on se fait ce métier, on a souvent plein de propositions qui sont parfois chouettes et qu'on aurait envie d'accepter ou ce serait logique d'accepter. Mais je pense qu'en fait, il faut toujours arriver à prendre des risques, à se questionner. En tout cas, ne pas écouter ses peurs et ne pas choisir les choses par sécurité. Donc parfois refuser des trucs bien qui paie très bien ou qui serait une super opportunité, si c'est que ça colle pas vraiment à ce que j'ai envie de faire, c'est mieux pour moi de pas le faire. Est-ce qu'à 38 ans, vous diriez que vous avez réussi votre vie et ça consiste en quoi réussir sa vie? Je crois qu'il n'y a pas de réussir sa vie ou pas. Je crois surtout que c'est faire de son mieux pour arriver à trouver un compromis de bonheur dans ce monde qui est quand même sacrément pourri. Et je crois que réussir sa vie, c'est réinventer ses propres codes pour qu'ils correspondent vraiment à ce qu'on a envie de faire au plus profond de nous. Qu'est-ce qui, dans votre vie, fait que vous ne respectez pas les codes traditionnels de fonctionnement? Ben, déjà, le fait de faire ce métier, alors que tout le monde me le déconseillait au début, d'autant plus avec mon tempérament hyper timide et tout le monde me disait tu vas te planter, c'est sûr à 1000%. Donc c'est aller contre ça. Les choses auraient plutôt voulu que, je sais pas, que je continue à être prof ou j'en sais rien. Et puis après aussi cet humour-là, continuer à y croire, même si je me heurte à des gens qui me disent c'est scandaleux de dire ça ou c'est scandaleux de dire ça quand on est une femme, c'est trop vulgaire dans la bouche d'une femme, ce genre de choses, en fait, de me dire bah non, en fait, peut-être pas.